3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 de la saison 3 de Dans le Mille, en compagnie de Renaud comme d'habitude. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien. On a enfin eu du hockey du Canadien avec l'uniforme du Canadien, là, bel et bien. En fin de semaine, donc c'est sûr que là, c'est cool. Et là, il y avait le tournoi de golf lundi. Donc c'est Ouais. le début de la saison, c'est toujours Donc, excitant. aujourd'hui, on vous parle juste du tournoi de golf. Qui a réussi quoi? Qui a fait les bons shots? Mais non, mais comme vous avez compris, on va parler des deux matchs des recrues. On vous parle aussi des nouveaux logos de la PWHL ce soir, LPHF. Pour ceux qui nous regardent, on serait curieux de savoir. Tantôt, on va vous dire, nous, c'est quels nos préférés, mais vous, c'est quoi, admettons, votre top 3 ou votre logo préféré des nouveaux logos de la LPHF? Sinon, on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on ne sait pas encore comment ça va être intégré et tout, mais aujourd'hui, il y avait la conférence média pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans la LHMQ. On a vu l'annonce d'un nouveau trophée. En fait, le même trophée qui s'appelait Selk avant dans la LHMQ, qui change de nom maintenant, ça va être le trophée David Desharnais pour rendre hommage à un joueur qui l'avait gagné, je pense, 3 fois quand il était dans la LHMQ. Et puis, un petit détail quand même intéressant qu'il y a eu dans la conférence de presse qu'ils nous ont transmis après, c'est une nouvelle règle qui va être mise en place. Fait que je vous la lis. Si un joueur met en échec de façon inattendue de provenance latérale ou arrière un adversaire qui contrôle la rondelle ou récupère une rondelle libre, ce geste sera considéré comme étant illégal. Bon, donc, comme j'ai dit, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on ne sait pas encore comment est-ce que c'est appliqué, comment est-ce que c'est mis en place, mais je trouve ça un peu ambigu comme façon de dire une règle, là, en gros. Donc, comment est-ce que les arbitres vont interpréter ça, puis comment est-ce que ça va impacter le jeu dans la LHMQ. Mais à la fin de la journée, si ça protège un peu plus les joueurs, tant mieux, tant que c'est bien appliqué. Mais moi, je suis d'accord dans le sens que c'est toujours comment tu l'appliques parce qu'une Mm. une règle comme ça qui est écrite après moi je trouve que ça peut quand même ne pas être tant ambigu dans le sens que tu le vois clairement que c'est de quand c'est un coup sournois puis mettons là je vais te donner une petite parenthèse ben pas une parenthèse mais comme un exemple de mettons le coup qui a été fait Ouais, Hudson. sur Hudson c'est un coup un peu justement qui rentrerait dans cette Mhm. catégorie-là de justement être loin de la rondelle, qui ne il regardait pas dans la direction. Donc, tu sais, je sais pas. Moi, j'ai hâte de Mais, voir. Est-ce que ça va, tu sais, pour les bagarres, ça a vraiment été très clair. mhm. Donc, est-ce que ça va être bien appliqué? Mais là, c'est plus c'est l'aspect, l'adversaire qui contrôle la rondelle. Ça va être curieux, genre de voir comment est-ce que c'est appliqué. Est-ce que c'est comme contrôle? Tu sais, quand tu viens juste de faire une passe, techniquement, c'est encore toi le dernier qui a touché la rondelle, fait que tu as un contrôle, mais tu es très vulnérable à des frappes. Tu sais, ou bien est-ce que c'est vraiment tous les temps, quand tu as la rondelle, tu peux pas te faire frapper par derrière? À voir. Mais sinon, écoute, rentrons dans nos partenaires de l'épisode, puis après ça, comme on vous a dit, LPHF et match des recrues. Donc, je te laisse commencer avec Elite Prospects. Ben, tout simplement, tu l'as dit, Elite Prospect, donc avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour atteindre le profil premium. Donc vraiment, ça vous donne plusieurs avantages, là. Donc les fraternités, donc les liens de combien de temps les joueurs ont joué avec d'autres joueurs et Comparer vraiment des joueurs. comparer des joueurs, avoir se faire des bookmarks et beaucoup plus élaborés que seulement avec le compte. Mais moi, mon truc préféré, c'est de voir les performances de chaque match. Mhm. Donc, il y a un endroit où est-ce qu'on peut voir, en fait, à chaque match, c'est Ouais, un game log. combien de temps ils ont joué, avec qui et tout. Donc, ça, c'est vraiment ma partie préférée. Donc, DLM30 pour 30% de rabais sur un compte annuel. Le deuxième partenaire, Perfo Elite. Donc, pour tout ce qui est vos besoins d'entraînement, que ce soit tout seul ou en équipe, que ce soit des entraînements mentaux ou sur glace, vraiment de performance, Perfo Elite ont une énorme équipe d'expérience d'entraîneurs qui sont là pour assurer justement le suivi de vos joueurs, que ce soit un joueur en particulier ou bien en équipe. Fait que c'est intéressant pour les coachs, les parents, peu importe, tous ceux qui veulent améliorer tout leur aspect de leur jeu. C'est intéressant. Perfoelite.com. Écoutez, rentrons dans le premier sujet parce que le match des recrues, même si c'est juste des matchs de préparation, tu sais, ça vient confirmer, un peu regarder certains trucs. Fait qu'on va avoir beaucoup à parler. Puis en plus, on a
l'alignement du vrai camp du Canadien. Donc, on sait quel joueur reste un peu. On a quelques nouvelles. Fait qu'on va avoir longtemps à parler dessus. Mais en premier, un sujet un petit peu plus léger, un petit peu plus le fun, moins technique. On va vous parler des nouveaux logos de la LPHF. Donc, là, ce qu'on a fait pour ce segment-là, parce que, écoutez, on va pas décortiquer tous Mhm. les logos en détail, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les noms, tout ça. On a juste fait chacun un top 6. On va vous le dire, on va en parler un petit peu, puis après ça, on rentre dans le hockey des Canadiens. Fait que, écoute, je te laisserai commencer avec ton numéro 6. Toi, ce serait quoi? Je suis curieux. C'est Donc, bon. pendant ce temps-là. Euh, Oh, s'il Donc, veut, bon. voilà, ils sont là. Donc, premièrement, moi, je veux juste dire qu'ils avaient dit que pour la deuxième année, on allait avoir des logos Mhm. puis des noms. Fait que déjà, ils sont respectés leur promesse. Puis moi, en sixième, ben, je vais y aller carrément avec l'équipe que je trouve qui a été le moins originale, puis c'est le Minnesota Frost. Ah, Nous, à Montréal, on a été très au courant de cette équipe-là, là, la force, et je trouve vraiment que c'est la même chose. Par la mhm. suite, moi, pour mon évaluation, j'y suis allé pour le nom l'esthétique ben, quand je dis esthétique, ça va être la police qu'ils ont Ouais. utilisée, un peu l'originalité de justement cette police-là et aussi le logo en tant que tel. Et moi, justement, le logo, je le trouve très, très, très ordinaire. Avec un nom qui est bien correct pour Minnesota. Mais en tout cas, moi, je trouve que dans les six, c'est vraiment celle qui venait moins me chercher. Moi, c'est le Ottawa Charge. Puis même si j'ai pas de problème avec le nom, ils ont essayé de faire quelque chose de bilingue. Genre, Charge en général, j'ai pas. C'est juste que je trouve le logo tellement laid que ça l'a baissé en sixième place. J'aime le concept, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ils ont essayé de faire la rondelle un peu au milieu. Ils ont complètement volé sur la bande. Donc, c'est des blagues. Mais je trouve que leur logo est pas beau. Tu sais, en tant que tel, là, dans le nom, dans la police qu'ils ont utilisé en dessous, j'ai pas de problème avec ça, mais le logo est tellement laid que moi, je l'ai mis en sixième position. En cinquième, moi, ça serait les Sirens de New York. Les couleurs, j'ai pas de problème avec. C'est plus le logo, on dirait encore une fois, ben encore une fois, pourtant on va en parler, là, mais on dirait un logo un peu secondaire. J'ai pas l'impression que c'est autant, ça a l'air autant d'un logo principal comme les autres équipes. Puis il y a beaucoup de personnes qui disaient en ligne, ah, Sirens, il aurait pu jouer un petit peu plus dans la créature mythique. Il y aurait eu vraiment des concepts cool. Là, Ottawa, j'ai dit que je le trouvais laid. Sirens, je le trouve pas laid. C'est juste que dans les cinq, c'est celui qui me parle le moins. Puis à la base aussi, les couleurs de New York, c'est les couleurs qui me parlent le moins, même si, comme j'ai dit, c'est pas dégueulasse, là. C'est juste celui qui me parle le moins. Ben moi, pour mon cinquième, ça va être Toronto, parce que comme tu l'as dit, moi, tu vas voir plus tard que je suis pas d'accord avec toi pour les Mhm. Sirens, mais le logo de Toronto, c'est vraiment pour moi un patch que tu mets sur les épaules d'un chandail. Donc, c'est pas un logo qui va être le centre de ton branding. Je trouve que justement, on l'a pas tant poussé. Ensuite, bon, il y a du monde qui disent que scepteuse ou sceptre, c'est un mot qui est difficile à dire. Moi, je trouve pas particulièrement, là. C'est pas pour ça que je l'ai mis cinquième. Sceptre. Mais c'est juste que, en tout cas, moi, c'est ça. Après le Frost, je trouve que le Toronto, c'est l'équipe qui vient moins chercher de mon côté. Mais Puis, ça suit bien parce que moi, c'est mon 4. Pour ah, un peu ton les 4, mêmes ben vas-y. raisons. Je trouve que le logo est beau, mais ça fait plus patch. Le nom, il a le mérite d'être original. La couleur est belle. Ça va bien sortir avec le bleu de Toronto s'il garde du bleu sur le jersey, ce que je pense qu'il est le plan. Mais juste à cause du logo secondaire. Puis, tu sais, Scepters, oui, c'est original, c'est cool parce qu'on n'a pas entendu parler, Ouais, mais est-ce que c'est un nom qui, tu sais, explose son esprit, que t'es comme, waouh, j'aurais jamais pensé à ça? Non. ouais, Fait que complètement. Je suis moi, il est d'accord. 4 puis Jules, il est 5. Fait Je que suis je te laisse d'accord. avec ton 4. Ben moi, mon 4, ben, c'est Ottawa. Puis la raison pourquoi il est au-dessus du sceptre, c'est vraiment à cause de la police. Mhm. Je trouve intéressant justement le charge, je le trouve cool, mais le logo, Ouais. je sais pas si vous avez vu, mais il y a une photo de Andrew Mangiapane qui avait été un peu défié à dessiner le logo des Flames de Calgary et on dirait vraiment qu'ils ont pris sa suggestion pour Ottawa. Donc, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que justement, le logo est pas fort, mais le branding autour est nice. Euh,
Donc, Ouais. c'est pour ça que je les mets quatrième. Donc, c'est un peu un équilibre. Et là, bon, on n'a pas encore pu parler, mais bon, Ben, Jean-Sébastien Millette, il dit que la victoire, c'est vraiment pas fait de que son goût. Jean-Sébastien Millette, il a pris notre question, on a demandé un top 3. Ouais, Nous, il nous a donné son bottom son 6. bottom six, donc Mais c'est parfait, on aime merci ça. de ton commentaire, Sébastien. Pour le numéro 3, je te Ouais, laisse y pour le aller. numéro 3, ben moi, c'est Boston Fleet. J'aime le logo parce que Boston, justement, c'est quand même une ville portuaire. Bon, Mhm. on le sait avec le Boston Tea Party, hein, il y a toujours eu des Ah. bateaux dans cet endroit-là. Euh, et par la suite aussi, j'aime la police, mais j'aime vraiment le détail des petites vagues dans le B. Puis je trouve que ça pourrait vraiment... en tout cas, on n'a pas encore vu les uniformes parce que ça serait plus pour vers novembre-décembre, si je me trompe pas. Ouais, ils l'ont dit à la conférence de presse C'est fin ça. octobre, début novembre. Donc, on va pas voir encore, mais je trouve vraiment que le logo, il est simple, mais il est beau, puis avec les petites vagues, je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose. Donc, moi, c'est mon numéro 3. Moi, mon numéro 3, c'est le Minnesota Frost. Le logo, je suis 100% d'accord, c'est de la récupération de la force. Ils ont dit qu'ils voulaient pas le faire, puis finalement, ils l'ont fait, mais le nom match tellement bien avec Ouais. Minnesota. La couleur est belle, puis tu sais, tantôt, tu parlais de la police d'Ottawa. Je suis d'accord, la police d'Ottawa est vraiment cool. J'aime beaucoup la façon dont le charge est écrit, mais Frost aussi. Je trouve que les petits détails sur les lettres sont vraiment très bien pensés. C'est que le seul bémol que j'ai avec leur logo, ben avec tout leur branding, dans le fond, c'est vraiment le logo. Faites quelque chose un peu différent que ce qu'on a déjà vu. Pour le numéro 2, c'est celui que toi, tu viens de dire, le Boston Fleet. La couleur match vraiment bien avec Boston. Je pense qu'à la base, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, puis ça match vraiment bien avec leur logo. Leur logo, je suis pas en amour avec, mais ça représente bien le nom. Ça serait cool de voir quelque chose un petit peu plus dans le type navire, je sais pas. Mais le logo, pour le moment, est quand même, reste joli. L'angle, c'est cool. Puis, encore une fois, on parle de la police. La police de Boston Fleet, je la trouve autant belle que celle du Frost. Là. Ça fait comme vitesse. Là. J'aime ça. Puis donc là, pour le top 2, je pense que, là, toi, tu l'as dit, moi, il va me rester entre les Sirens puis Montréal. Fait que, regarde, j'ai bien compris que le numéro 1 pour toi, c'est Montréal. Moi, ça ne l'est pas. Moi, Montréal est en deuxième et New York est en premier. Je pense qu'après, c'est des goûts personnels. Comme Ben toi, oui. les couleurs de la Sirens viennent pas te chercher. Moi, ils viennent me chercher. Euh, et aussi, j'aime le NY qui est caché derrière le Sirens. Après, pourquoi j'aurais pu mettre Montréal devant? C'est par le nom que je trouve que Sirens, je trouve ça quand même poche, là, dans le sens que oui, c'est une ville qui ne dort jamais, mais on s'entend que justement, tu sais, ça aurait peut-être pu être un peu plus poussé. Après, c'est dommage qu'en français, une sirène, c'est une Ah, sirène, mais ouais. en anglais, c'est une mermaid, donc il y a pas ce lien-là tu sais, il y a plein de Ah. monde qui pensait que des sirens, ça pourrait être des sirènes, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, après, moi, j'aime la police avec les S qui sont vibrants. Mais tu sais, au final, selon moi, le plus beau logo, c'est celui de Montréal. Mais la seule raison pourquoi Montréal n'est pas numéro 1 dans mon classement, c'est parce que le nom, je ne le trouve pas bon. Je trouve pas que le nom marche pour une équipe. Peu importe comment dire, la modification mentale que tu peux faire pour t'adapter à trouver une autre manière de décrire la victoire de la victoire ou la défaite de la Mm. victoire. Moi, je trouve justement que ça marche pas, cet exercice-là mental est juste beaucoup trop poussé quand on va juste demander au monde de rentrer le mot dans la culture. Tu sais, juste pour le CF Montréal, ils n'ont pas été encore capables de rentrer ça dans la culture. C'est l'impact. Puis l'impact, c'était, comment dire, c'était un branding fort. Le Canadien, c'est un branding fort. La victoire, j'ai de la difficulté à sentir que ça va devenir ce branding fort-là. Ben déjà, moi, c'est ça. Tu l'as dit tantôt, mon numéro 1, c'est Montréal. Euh, de base, quand on regarde, je vous mets 2 secondes, là, regardez tous les logos. Pour moi, le seul qui a l'air d'un logo primaire que tu mets vraiment sur le devant Ça, de c'est ton vrai. chandail, qui est complet avec des détails, c'est la victoire de Montréal. Fait que déjà là, juste Mais par tu le vois, je logo. pourrais dire que Sirens aussi avec le NY. Tu sais, moi, Ben c'est moi, là je, aussi que je vois. Mais moi, je trouve que vu que le genre Siren, c'est trop informatif. Mais en tout cas, juste comme dans le sens que moi, en LNH, mon préféré, c'est pas le chandail de New York avec juste New York Ah non, marqué non, comme ça. non. Tu sais, Siren, c'est que juste leur nom en police, même si la police est cool, c'est comme pas un dessin, genre, c'est comme pas un logo, c'est leur nom en tout cas. Mais Montréal, le logo est magnifique. Puis moi, je sais que les problèmes avec les noms, comment est-ce qu'on va dire, la défaite de la victoire de Montréal, je sais que c'est laid, mais quand on enlève ça, moi, je trouve que c'est un nom vraiment magnifique. Puis je trouve que c'est un beau symbole. Là, après, c'est ça. Là. Il y a le bémol des médias. Mais quand je regarde ça vraiment plus d'un point de vue artistique, là, sans penser à ça, je trouve ça super joli comme nom, puis comme logo.
Mais après, c'est sûr que genre, c'est surtout nous, en tant que médias, on n'a pas le choix de le voir d'un point de vue euh, médiatique. Ouais. Mais ça reste que c'est un bémol sur le nom, mais je trouve que overall, ils ont fait une très belle job, Mais là. en fait, le nom est beau, mais c'est que si Ouais. c'était un groupe de musique de femmes qui montrait du féminisme et qui... Là, je serais comme, OK, la victoire, c'est fort et tout, alors que là, je trouve que pour justement une équipe sportive où est-ce qu'ils vont avoir des défaites, en tout cas, c'est là que c'est un exercice que je trouve qui est quand même. En tout cas, ils ont été bold d'y aller pour la victoire. Après, c'est sûr que là, tu sais, il faudrait se dire, OK, non, il faut que la saison prochaine, la victoire de Montréal soit 24-0. Il faut qu'ils perdent Ben, on sait aucun jamais. match. On Avec sait même Philippe jamais. Poulin dans ton Puis équipe, là. avec Kayla Barnes qu'on vient Ouais. de drafter, on a peut-être une défense incroyable qui s'en vient. Mais bon, ça pour dire. Ah, ah, ah. Maintenant, on va parler du match des recrues de Montréal. Très belle transition. Mais avant de parler des recrues de Montréal, je voulais quand même qu'on parle d'un gars de Toronto, là. Fait que si vous n'êtes pas content, bouchez-vous les oreilles juste une minute. Mais c'est un gars qui a tellement été impressionnant que je t'ai texté pendant le match, on s'est texté, on était d'accord, qui est prêt pour la LNH puis qui a vraiment un step de plus que presque tout le monde dans le C'était match. le meilleur joueur offensif. Ouais, je pense que oui. Ben, même aussi, quand tu parles de comme défensif, on va parler de c'est qui les autres qui sont bons, mais c'est que lui, on parle de Easton Cowan, là. Easton Cowan, ce qui est impressionnant, c'est juste, tu sais, tous les joueurs défensifs, même comme Lane Hudson, qui ont montré des flashs, oui, il était bon, mais il y avait tout le temps des petits trucs que tu peux aller comme, ah, là, j'aurais pas fait cette décision. Et tu sais, tu vois les choses qu'ils ont à travailler. Easton Cowan, il n'y a pas de flash, là. C'est pas un joueur qui va arriver en LNH qui va te mettre une première saison de 50, 60 points, là. C'est pas le prochain premier centre de Toronto. Il va pas détrôner Austin Matthews, mais il fait tout très bien. Il dérange dans la zone offensive, il se place super bien pour des passes. Tout ce qu'il fait est propre, sans avoir rien de particulièrement élite. Fait que pour un match de recrue, il paraît vraiment comme un joueur squeaky clean, là, si on peut dire Ouais. comme ça. Puis, pour Toronto, c'est tellement idéal d'avoir un prospect comme ça. Tu le mets, ce gars-là, bientôt, comme étant ton troisième centre, ou bien Ou un potentiellement ailier. quelqu'un qui peut aller remplir des trous. Parce que Easton Cowan aussi, c'est ça qui est bien, il peut être centre, mais il peut aussi être sur les ailes, tellement il s'adapte à ses rôles. C'est le prospect idéal pour la situation de Toronto. Fait que je voulais au moins qu'on le mentionne là, parce qu'il l'a vraiment mérité. Ben, c'est ça, c'est sûrement si cette année il était pour jouer dans la Ligue nationale, ce que moi je crois qu'il peut parce que Ouais. il est vraiment justement dans une classe à part. Puis après, c'est sûr que c'est facile d'être dans une classe à part quand tu regardes le line-up de Toronto. Mhm. Mais vraiment, moi, c'est à quel point il était capable de créer des choses. Tous les jeux passaient par lui. Après, j'ai vraiment aimé Ronnie Hirvonen. J'ai vraiment aimé Fraser Minton. Mais tu sais, Fraser Minton, tu te dis, lui, je le verrais plus comme un centre de troisième trio. Fraser Minton, selon moi, c'est comme le Mathieu Poitras des livres. Le joueur qui a un bon plafond offensif, qui est capable de justement jouer rugueux, mais qui va juste être très bon dans les deux centres à patinoire. Puis, tu sais, Minton, à quel point il est proche de la Ligue nationale, je pense que c'est quand même dans les prochains à faire le saut, mais je mettrais Cowan bien avant Ouais. Minton. Minton, c'est quand même, quand il va arriver au camp, on va faire les matchs de pré-saison, on va voir s'il est prêt. Un peu comme d'autres joueurs à Montréal, là, qu'on va parler un peu plus loin. Mais Cowan, c'est quand moi je vois ce match-là, un peu comme, écoute, on peut le dire déjà, là, Hudson, je pense que pour lui qui grandisse son jeu, c'est pas, Non, c'est dans la c'est Ligue plus en nationale. junior, c'est plus en AHL, c'est vraiment contre des pros. Puis je pense que Cowan, sa place, je suis sûr que si tu demandes au gérant de Toronto, est-ce qu'elle est déjà dans l'équipe, il va dire personne n'est déjà dans l'équipe, mais pour vrai, il est comme à 90% sûr de l'avoir parce que c'est ça le step qui lui manque, là. Puis Cowan, là, ce qui est incroyable, c'est qu'en 2023, quand il était repêché 28e overall, c'était complètement un choc. Ouais. C'était Il était Cowan projeté dans les listes, troisième il était en ronde. troisième ronde, fin de deuxième, le plus proche de le plus haut, là. Et donc, en fait, lui, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a joué pour les Knights de London. Et les Knights de London, c'est une franchise junior. C'est peut-être la plus grande franchise junior de la Ligue canadienne de hockey. Et ça fait en fait que à chaque année, t'as des gars qui, comme mettons Sam O'Reilly cette année, ça pourrait être ça son cas pour l'année prochaine. Ils sont cachés dans le bottom six parce qu'il y a des joueurs qui sont juste trop forts dans le top 6 pour pouvoir se développer. Donc, Cowan, il a joué à son année de repêchage. Il a même pas fait un point par match. Il était à 53 points à 68 matchs et un peu passé en dessous du radar de tout le monde. Et là, bam, il se fait prendre en première ronde. Et là, cette année, il brise des records avec les Knights de London. Et vraiment, il était dominant. C'était la force offensive des Knights. Euh, Ah oui. il lui reste encore
une année d'éligibilité, même deux, là, si on prend en compte les 20 Mhm. ans. Mais moi, je pense que ce gars-là, comme tu l'as dit, il a besoin de quelqu'un sur la glace qui comprend à sa vitesse le jeu. Ouais. Et c'est ça. Moi, il y en a un autre de Toronto que j'ai bien aimé, qui je pense qu'il peut surprendre parce que lui, bon, il est un peu plus âgé, il a 21 ans, mais Nikita Grebienkin, qui lui a joué seulement la première partie, mais lui, il a fait 40 quelques points en 67 matchs l'année passée avec le Marlies. Akbars de Ah non, Kazan ouais. en KHL. Mhm. Donc, on s'entend un gars de 21 ans. Il a joué contre des hommes pendant une saison. Même deux saisons. Il était capable de faire 40 points en 60 matchs, qui est vraiment pas une production moindre. C'est le genre de gars que je pense qui peut vraiment surprendre. C'est le genre de gars que si on avait nous dans notre organisation, Grebenkin, on en parlerait énormément. Et Et le, là, on n'en parle pas. le grand défenseur, il Tu s'appelle parles de Cade Weber, Weber, l'ancien c'est ça. partner de Lui Hudson. aussi, il n'y a pas 10 000 analyses à faire dessus. Là. Il y a un jeu très simple, mais pour une équipe comme Toronto, c'est un gars qui va pouvoir venir sur la troisième ligne puis Ah, il est avoir un géant. peu l'effet Jacky qu'on a à Montréal. Là. C'est pas le même type de joueur, mais c'est juste des joueurs qui viennent puis qui ils te ferment la porte puis amènent de la robustesse à ton équipe. Fait que Puis même, il était capable de faire une très savante une passe, je assist, pense, ouais. à Minton, où Ouais, ça a pour été le win. premier but du Ouais, deuxième c'était match, je pense. vraiment beau. Maintenant, parlons. Ben, écoute, pour Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de positifs auxquels parler, mais on peut commencer à parler un peu plus rapidement la partie un peu plus plate. L'offensive globale du Canadien de Montréal, des recrues, c'était vraiment axé sur le grind. On dirait qu'il y avait beaucoup de monde qui avait de la misère à se compléter, puis les joueurs qui avaient un peu plus d'expérience que les autres, qui auraient dû un petit peu prendre le lead puis être les leaders offensifs de ce match-là. Certes, on n'a pas eu des matchs dégueulasses, mais on pas réussi à remplir ce moule-là. Je pense que quand on parle du positif dans Montréal, oui, il y en a un peu en offense, mais ça va vraiment être en défense qu'on est le plus content, comme on s'attendait quand on a parlé de Ouais, la ouais. liste des recrues. Mais bon, pour parler en attaque, je dis Grind, Luke Tuck qu'on a vu au Rocket l'année Ouais, dernière. cette ligne-là au complet. Ben, c'est ça, cette ligne-là au complet, mais je trouve que Luke Tuck, c'est quand même quelqu'un qui. Puis, on l'a dit dans le dernier épisode, il y a 2 ans de plus que Jekai, puis 3 ans, je pense, que Thorpe. Fait que c'est normal qu'il y ait un pied d'avance, mais ce pied d'avance, là, paraît vraiment. Il est plus intelligent. C'est pas lui qui va aller te créer ton offense, mais il est quand même capable de se participer dedans. Après, si on continue dans cette ligne-là, Thorpe, il m'a quand même surpris pas par sa robustesse. Quand on regarde un joueur de 6 pieds 5, tu te dis, OK, lui, je vais arriver, puis ce qui va me sauter aux yeux, c'est son physique. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point est-ce qu'il se déplace bien sur la glace pour un joueur de sa taille. Puis il a marqué, c'est quoi, 2 buts en 2 matchs. En tout cas, il a été Un capable. one-timer, puis un jeu C'est en ça. utilisant un peu ses mains. 2 beaux jeux. Puis, tu sais, c'est ça, tu as dit un jeu en utilisant ses mains. Thorpe, c'est ça qui est impressionnant. Est-ce qu'il a le meilleur patinage? Non. Est-ce qu'il a la meilleure finition? Non. Mais il est capable, il a quand même des assez bons atouts dans ces deux aspects-là pour être capable d'amener quelque chose offensivement à l'équipe. Fait que, tu sais, si la partie qu'il a le plus à travailler, c'est son côté offensif, ben, il fait 6 pieds 5. Fait que je pense que ça va être un peu plus facile. Il m'a vraiment impressionné par ses atouts. Puis, là, il y a le dernier membre de cette ligne-là, plus Grinder, même si c'est un peu la mode pour l'attaque des Canadiens pendant tout le deuxième match, en tout cas, puis pour un match. C'est Florian Jacquet. Florian Jacquet m'a pas montré tant. Il a pas montré vraiment des habiletés qui font que tu es comme OK, lui, il va être capable d'amener un grand quelque chose en LNH quand tu le compares aux deux autres qui jouaient dans sa ligne. Maintenant, la grande question avec Jacquet, ça va être est-ce qu'on le renvoie en OHL avec Brentford, qui vont avoir une grosse équipe, qui vont essayer de faire une grosse saison pour qu'il continue à marquer des buts juniors, mais qu'il focus plus sur ses habiletés de finesse, ou bien est-ce qu'on l'envoie en AHL pour qu'il prenne de l'expérience avec les pros? Ben moi, ce que j'ai aimé de cette ligne-là, là, c'est que de un, je pense que j'avais jamais vu trois gars de comme 6 pieds 3 et plus avec un seul objectif qui était de frapper et de faire de l'espace. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Mhm. justement, moi, dans les trois, j'ai trouvé que Jacky était le plus intelligent. C'est pas justement le gars, euh, encore une fois, les meilleures aptitudes quand on fait juste parler le tir, les passes, le coup de patin, mais il y avait l'intelligence de justement faire le Mhm. bon jeu pour, mettons, le but de Thorpe, c'était Jacky qui a préparé le jeu. Mais sinon, ce que j'ai vraiment aimé en ayant Attends, la chance. juste une question pour toi. Est-ce que tu trouves que, parce que tu sais, Jacky, moi, quand je donne mon analyse, je dis pas que j'ai pas vu des beaux trucs, je dis que je vois pas un gars que j'ai l'impression qu'il va être même assez de production pour
ce qu'on on le voit, là, un 3-4e trio de LNH. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un que sa production va s'adapter à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir remplir ce trou-là? Tu sais, on parle vraiment de spéculation, là, ça dépend beaucoup de son développement, mais comme en prédiction en ce moment. Ben, je pense que ça va jamais être un gars qui produit. Je pense que Jacky, il est beaucoup trop Mais sur une équipe qui gagne la agressif. coupe, est-ce qu'il pourrait être une 4e ligne? Que j'ai aimé de justement ce trio-là en fin de semaine, puis je suis pas en train de dire qu'on va avoir une réplique exacte dans 3 4 ans, mais c'est que j'ai vu une ligne qui pouvait avoir un, un- 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 une efficacité dans une équipe gagnante, dans le sens que justement, surtout dans le deuxième match, quand on va se le dire, là, le premier match, c'était un peu décousu. Ouais. Rendu à la deuxième période, ça a commencé à se reprendre. Puis troisième, on a commencé à sentir un peu une fusion entre les joueurs. Et c'est vraiment au deuxième match que j'ai pu voir plus l'efficacité de chaque joueur ou l'efficacité, parce que là, on pouvait se dire, OK, les gars, ils savent un peu plus sur sa glace. Puis cette troisième ligne-là, qui était la troisième ligne en fin de semaine, mais que moi, je vois pas nécessairement comme une troisième ligne dans le futur, mais Ouais. il frappait, il courait après, c'est des têtes chercheuses et il créait beaucoup de revirements. Il y a une couple de fois, là, que même s'il jouait contre le premier trio de l'autre bord, à cause de leur vitesse puis de leur, comment dire, rudesse, sans créer de punition, a causé des revirements. Puis moi, justement, Jacky, je pense qu'on s'attend à beaucoup parce que justement, c'est quand même un gars qui, bon, il a son frère qui vante Ouais, ouais. Harbert vante Florian beaucoup. Mais Florian, c'était le seul des trois, je trouvais, qui avait vraiment plus le rôle de créer le jeu. Thorpe, il a fait des très bonnes sorties de zone, puis Tuck, c'était souvent le gars pour aller la chercher derrière le but. Mais c'était souvent Jack High qui devait réfléchir à comment créer le jeu, parce que sinon, les deux autres gars à côté de lui n'allaient pas le créer. Après, est-ce que je suis en train de dire que Jack High a tout pété? Non, pas du tout. Mais moi, ce que j'ai aimé de ces trois gars-là ensemble, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu avec le Canadien. Et c'est trois gros bonhommes qui frappent et qui courent après la puck. Puis quand je dis qu'ils courent après la puck, c'est que si Ouais. dans la zone offensive, ils sont en train tu sais, mais encore une fois, là, je dis cours après la puck, puis sincèrement, ça allait à mon prochain sujet en zone défensive, ils se sont souvent retrouvés enfermés. Donc, c'est là que, tu sais, Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, ça ça va être que à voir avec le développement. Mais c'est pour ça que tu ne le verrais pas comme une future troisième ligne. Si tu regardes la troisième ligne du Canadien en ce moment, tu ne mets pas ces trois gars Non. ensemble parce que tu sais que même s'ils se complémentent bien en zone offensive, quand ils sont en zone défensive, les sorties de zone, c'est pas la spécialité d'aucun des trois. Puis pour faire un pont à ma prochaine conversation, qui est un gars qui, moi, je trouve qu'on sous-estime à chaque année, puis c'est Jared Davidson. Puis moi, je pense Ouais. que Jared Davidson, c'est justement le gars parfait pour être sur un quatrième trio. Vitesse, rugueux et capable d'avoir une chance de marquer parce qu'il a un excellent tir. Donc, moi, un Davidson, là, tu le mets avec un Tuck, Jacky ou Thorpe, deux de ces trois gars-là dans le futur, qui se sont bien développés. Mettons les deux meilleurs de ces trois gars-là avec Davidson, je trouve que tu pourrais avoir une quatrième ligne très respectable. Donc, je sais pas toi qu'est-ce que tu as pensé de Davidson, mais moi vraiment, là, surtout dans le deuxième match, il avait des ailes. Euh, il Ben, créait beaucoup, beaucoup de choses pour son trio. Puis moi, je trouve que c'est un gars qu'on sous-estime énormément. ben, 16 buts, 16, pas 16 buts. 16 points en 38 games l'année passée avec la ben, c'est ça. AHL. Mais Mais là, sincèrement, Davidson, c'est juste qu'il sait pas qu'il s'est fait mettre des bâtons dans les roues, mais que si le Canadien croit vraiment à ce qui marche, il faut qu'il lui donne une vraie chance. Puis l'année dernière, on n'a pas vraiment vu ça. On a vu des petits flashs. Puis quand il jouait plusieurs matchs, ça marchait bien. Moi, je veux bien, mais faut qu'on le teste pour vrai. Faut qu'on lui fasse ouais, un peu plus je suis confiance cette d'accord. année à Laval. Puis avec tous les vétérans qu'il y a à Laval cette année, oui, il y a pas mal de jeunes qui arrivent, mais j'espère qu'on va donner un vrai shot à Jared Davidson. Sinon, deux autres gars en offense avant de switcher à vraiment la partie qui est plus excitante. Owen Beck, Ouais. qui est connu pour avoir des bons camps, a eu des matchs solides, mais quand on le fait jouer avec des jeunes comme ça contre d'autres jeunes, ce qui paraît vraiment apparent, c'est que Owen Beck, c'est pas le gars qui va aller faire les choses tout seul. C'est pas celui qui va être le. Il fait plein de beaux petits jeux, sauf que quand il est pas avec des joueurs qui ont l'intelligence d'aller récupérer la rondelle, qui ont là, tu sais, à un moment donné, il l'a laissé droit devant le filet, puis ses deux ailiers, ben, ils ne sont pas allés parce qu'ils s'attendent pas à que ça soit ça. Tu sais, t'as pas vraiment des beaux jeux intelligents comme ça en junior, ou bien quand t'en as, c'est rare. Je pense que c'est vraiment un gars que en fait, pas je pense, je le sais que c'est un gars que j'ai vraiment hâte de voir jouer avec des joueurs intelligents parce que c'est vraiment une très belle pièce complémentaire. Sauf que quand on le met avec des recrues comme ça, il y a de la misère un peu à bien paraître parce que c'est pas lui qui va faire l'entrée de zone en amenant au filet. C'est lui qui va travailler pour garder la puck dans la zone offensive, qui va travailler pour mettre ses coéquipiers dans des situations de marquer.
sans aller faire le but lui-même. Puis sinon, euh, je pense le joueur qui m'a le plus déçu du camp, ça serait Mesher, Flip Mesher, ben du camp de rookie. Encore une fois, on le répète à chaque épisode, on n'abandonne pas, il y a encore un peu d'espoir, on va voir cette année à Laval, mais même contre des recrues, on a vu des petits flashs, des fois il fait une belle entrée de zone, son premier move marche super bien, puis c'est son deuxième move qui rate. Mais Euh, moi, c'est ça, j'avais aimé qu'est-ce que tu m'avais dit justement pendant le match, que Mesher, c'est des beaux flashs. Tu vois, en Mesher, tu vois la qualité de OK, ce gars-là, il a été repêché dans la première ronde parce que tu vois qu'il y a des mains supérieures, ouais. il y a une Une bonne vitesse vitesse, en ligne puis droite quand il s'est échappé à ah, la fin du premier match, là, c'est son ça. positionnement puis sa Après, vitesse, elle est pas pire. mais ça, c'est une très bonne. Ça, là, sincèrement, cet échappé-là, c'est une très bonne représentation de Mesher. Il a trouvé la manière de se démarquer. Il l'a amené jusqu'au filet, mais sa force physique a fait qu'il était pas autant à l'aise. Et par la suite, encore une fois, c'est ça. Il fait des beaux jeux, mais ça finit jamais. Ça Puis finit rarement, je trouve. est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il faut parce que c'est pas comme Thorpe, là. Son archétype de joueur demande Ah oui, il un faut. talent de production offensif, pas élite, Il n'y a mais pas de plan très B. bon. Mesher, pas de plan B. Non, c'est ça, c'est C'est soit pas un. tu Ouais. produis en LNH, soit un peu comme on Soit parlait de tu sers à Farrell. rien. Ouais. Farrell, quand on regarde le match, il était super intelligent. Encore une fois, il skate super bien. Ah oui, des fois, il fait des belles passes, mais ses actions ne résultent pas en début. Si Farrell À part la passe à Mayu. Mais ça, Ouais, c'est c'est ça, un jeu en mais contre toutes des deux games. recrues, quand Ouais, c'est ça, Farrell a c'est ça. 22 ans, tu t'attends à ce que ça soit quand même quelque chose Ouais. de plus. Tu sais, quand tu regardes, admettons, Non, non, l'habilité complètement. de Beck à supporter son trio, c'est quelque chose de plus que les autres. Farrell, ses habiletés, il y a des petits trucs qui sont de plus, son placement, son skating, mais puis, ça finit pas en début. Mais Sharp aussi, il y a des petites habiletés qui sont plus que les autres recrues, mais est-ce que ça se concrétise en points, en buts, en vraie chance de marquer? Non. S'il veut une place en LNH, il va falloir que ça se concrétise. Fait qu'on croise les doigts pour l'année prochaine en AHL, mais j'y crois moins qu'avant. Pas juste à cause de ce match-là, à cause de, tu sais, on l'avait dit avant le camp aussi, là. C'est son année pour le prouver parce que c'est les mêmes problèmes depuis certaines années. Puis, je te laisserai nous lancer dans la défense parce que on a beaucoup à dire, je pense, sur la défense. En finissant avec quand même une mention honorable à surveiller pour le vrai camp Savoie, Charles Savoie, qui a eu deux très bons matchs, qui travaille fort, qu'on pourrait fort probablement voir ça serait pas improbable de le voir dans un chandail du Rocket l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé ces matchs. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ses matchs. Il a fait trois passes qui sont Mhm. probablement trois passes très chanceuses, dans le sens que la première, c'est une Ouais, passe ratée qui revient sur sa palette. Et ensuite, il y a quand même la vision de jeu pour l'envoyer à ouais. Engstrom. Et après, bon, la passe pour le but magnifique de Mayu, ça a été vraiment, encore une fois, une passe Ouais. ratée qui se ramasse. Puis là, Mayu, il fait un tir incroyable. Mais il Donc, travaille fort. mais il travaille fort, c'est un bon centre. Pour la Donc, HL, ça serait bien. Ça serait c'est bien. ça, mais tu sais, je pense pas qu'il faut voir en Charles Savoie Non. un futur joueur du Canadien de Montréal. Mais comme on le dit souvent, puis comme plusieurs avaient des critiques vis-à-vis les choix de septième ronde ou de sixième ronde, pourquoi pas y aller chercher un jeune Québécois que Ouais, au pire, il va venir et être fier de ouais. représenter le Rocket Il va parce tout que ça va donner. être la patrie. Donc c'est ça, il va tout Un donner. Danick Martel, un Gabriel Bourque, là. Exactement. Donc, tu sais, fait que là, c'est ça. Je pense que pour l'attaque, on a pas mal fait le tour. Tu sais, on parle du camp là, qui va commencer, le camp, le vrai camp, et là, Tyler Thorpe n'a pas été invité. Donc, c'est rien contre lui. Là. Je Il est pense pas que c'est signé, juste, hein, Tyler il Thorpe. est pas signé C'est non ça. plus. Il a 19 ans. Je pense qu'ils se sont dit, Thorpe, tu nous as montré de belles choses. Va continuer en Il junior. faut une autre année T'as même pas junior. des chances c'est ça, t'as même pas comme tu sais, l'espoir de, donc, moi, je suis pas contre ça. Je veux dire, c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus. Peut-être Ça qu'après aurait la fin été de le semaine, on fun, pouvait hein. se Un dire de, match ouais, c'est de ça. pré-saison, admettons, mais tu sais, c'est Mais même pas. rendu là, on a moins de matchs de pré-saison. Ouais, Donc, c'est là que tu vas te dire, OK, c'est ben, tu as sûr. besoin de moins de gens au camp parce que tu Mais as, moins de quand on enlève flexibilité. la logistique, juste ça aurait été le fun de le voir jouer contre des gros joueurs LNH que versus des recrues, mais la décision est compréhensible puis c'était à s'y attendre 100%. Là. Mais bon, on va switcher de sujet. Ben, c'est pas de sujet complètement, mais on va changer de l'attaque à la défense. Et on en avait parlé la semaine passée. Tout le monde en parlait. Là, c'était quoi le gros highlight de, tu sais, de ce camp de recrues, c'était les quatre défenseurs. Donc, Ouais, Engstrom, Hudson à la gauche et Renbacker Mayo à la droite. Ce qui tombe bien parce que enfin on a des espoirs à la droite et à la gauche partout. qui justement
Moi, je n'ai pas été déçu du tout. Je pense que Ryan Backer, c'est un joueur que beaucoup Comment de ça? gens voient qui est un 5e overall pick. Donc, s'attendre à un joueur flashy. Mais moi, ce que j'ai bien aimé à un moment donné, c'est que j'avais vu sur Twitter, là, c'était quelqu'un qui disait que Ryan Backer, si tu es déçu de comment il a joué en fin de semaine, le problème n'est pas l'espoir, mais l'observateur. Puis moi, je trouve que c'est exactement ça parce que Ryan Backer n'est pas un gars qui va qu'on va entendre son nom Non, non. par RDS. On va pas entendre son nom, mais c'est des petits détails. Le bâton à la bonne place, le positionnement, le coup de patin qui fait que l'adversaire est toujours coincé avec Ryan Backer. On s'est Il fait, faut s'attarder à son jeu pour le voir. on s'est fait conditionner un peu à Montréal, si on peut dire ça comme ça, avec les défenseurs offensifs. Tu sais, la saison dernière, on parlait de la production de Mayu. Là, on regarde le camp, on a P-Trap qui nous le dit aussi. Hudson est NHL ready, puis Hudson, c'est quelqu'un qui a du flash, qui a du flair. Il n'est pas connu pour être le plus responsable défensivement. Alors, maintenant, on se fait mettre en plein milieu de ces joueurs-là, un rainbacker qui, lui, sa grande qualité, c'est que justement, tu ne le remarques pas. Non. Tu vas jamais finir un match en disant, hey, Rainbacker nous a fait perdre le match avec une mauvaise passe. C'est le joueur là qui va venir un peu te fermer l'attaque de l'autre équipe, qui va être ton deuxième, troisième défenseur, shutdown, tranquille, qui relance bien l'attaque sans être le primary assist. Tu sais. Puis c'est bien correct, on en a besoin. Toutes les équipes ont besoin de joueurs comme ça. Non, puis Ryan Backer, oui, il en a fait des erreurs en fin de semaine. Puis je pense que ça va juste venir avec la maturité qui va, il va décider c'est quoi le bon jeu à faire. Il y en a fait des passes là, que ça sont fait interceptées dans la zone offensive et tout. Mais ensuite, tu sais, c'est ça. Encore une fois, vous le savez, on n'était pas les plus grands fans de Backer, mais quand tu le regardes, puis tu regardes comment l'équipe est construite, Puis quand on un gars regarde comme qu'on Backer, on a eu Demidov aussi à on la a eu place de Demidov, Michitov, c'est là. ça. C'est ça. Donc, après, tu sais, c'est sûr que c'est ça. C'est pas le défenseur. Il y a même des gens qui disaient peut-être que c'était Pietrangelo et tout. Il est peut-être moins flashé que Pietrangelo, mais ça va être le gars qui va faire le bon jeu. Puis moi, j'étais avec un ami à la deuxième partie et à un moment donné, on parlait de Backer, puis je l'ai fait juste se concentrer sur comme je dis, juste son positionnement du bâton, son positionnement lui-même de son corps, la manière qu'il se met en un contre un, et il est toujours à la bonne place. Il Ouais. va toujours faire le petit jeu qui empêche le tir, qui empêche la bonne passe. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas parce que les jeux ne se créent pas. Contrairement aux défenseurs que moi j'aimerais passer, puis Trap en a parlé, mais Bon, ouais, voilà. Hudson, Hudson est le joueur que tu remarques. Hudson est le joueur qui fait élever la foule dès qu'il touche la rondelle comme Subban le faisait. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le centre belle, là. C'est tout d'un coup, là, Ben, tout le monde se lève. Ou tout le monde est sur la pointe des pieds. Il y a quelque chose qui se passe. Sincèrement, Hudson, c'est ça, comme tu l'as dit tantôt pour Cowan. Selon moi, même s'il n'est peut-être pas le plus rendu à la Ligue nationale, parce que je pense que c'est Mayu le plus proche, mais Hudson ne peut pas jouer avec des joueurs de la AHL non. parce qu'il a besoin de gens qui vont Mais comprendre son style Mayu, de jeu. pour arriver au point où on est aujourd'hui, pour qu'on dise que c'est le plus proche, il avait besoin de son année Il d'HL. avait On besoin. l'a vu faire des niaiseries l'année dernière Ouais. au camp, on l'a vu faire des niaiseries en HL, puis là maintenant on arrive avec un joueur qui est capable d'être solide défensivement. C'est à ça que ça sert une année en HL. Sauf que Hudson, lui, ça lui aide pas parce que c'est pas des gros plaquages qu'il a besoin de faire. Il a pas besoin d'apprendre d'être shutdown. Non, Hudson, l'aspect offensif, il est là. Il faudrait être aveugle pour pas dire qu'il est là. Sa confiance, il l'a. Je pense pas que c'est un joueur qui va être chamboulé par une ou deux mauvaises performances pour commencer la saison, admettons. Là. Je pense qu'il est solide. Il croit en lui. Euh, Maintenant, c'est des petits détails qu'il faut travailler. Quand est-ce que tu décides de t'avancer? Quand est-ce que tu décides de faire la passe? Puis j'ai vu dans le podcast SLH, je parlais aussi de, tu sais, dans le camp des recrues, c'est des joueurs qui jouent leurs deux premiers matchs ensemble. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour la plupart. Là. Euh, Quand Hudson fait ses moves en LNH, si vous regardez à la fin de la saison régulière dernière, il était plus impressionnant que dans le match des recrues parce que il y avait des gens qui s'ouvraient. Quand il fait son petit move, la ligne de passe, il n'y a pas besoin de lui toute la créer. Il y non. a quelqu'un qui se place pour être capable de réceptionner sa passe. Puis c'est important aussi de mentionner que la ligne Mayu-Hudson, c'était un test aussi. C'est deux défenseurs qui, à la base, sont offensifs. Donc, c'est une ligue qui est faite un peu pour qu'il y ait des erreurs, tu sais, pour voir à quel point ça marche. Puis cette ligne-là avait juste donné un plus-minus de -4. Ça n'aurait pas voulu dire que les deux joueurs sont à chier. Ça veut juste dire que peut-être que finalement, il y en a un des deux qui est moins prêt à avoir un rôle défensif. Puis finalement, Mayu a été quand même capable de remplir ce rôle-là en allant quand même tu sais,
à participer à l'offense. Fait que je pense que c'est un test réussi, même si on a vu certaines erreurs. Mais Hudson, c'est des détails. Puis, ce qu'on s'était dit aussi après le match, puis moi, ce que je trouve qui est vraiment le fun dans Hudson, on parle beaucoup des erreurs quand on va regarder, admettons, les fans des autres équipes qui disent Hey, Hudson est overrated, regardez l'erreur qu'il a fait. Si tu mets souvent le clip au complet, c'est qui va aller récupérer son erreur? C'est lui. C'est lui qui est capable de se battre super fort pour retourner, qui a utilisé sa vitesse pour se replacer. Puis là, c'est sûr que son placement en zone défensive n'est pas tout le temps parfait. Son couvrage de joueurs n'est pas tout le temps parfait. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, des fois, il va causer un but. Mais il travaille fort pour récupérer ses erreurs, puis ça voit que c'est un gars qui est là pour travailler, là, pas juste pour flasher en zone offensive, puis après ça, il s'en va dormir. Non, puis c'est ça, je pense que tu as tout dit, mais dans le sens que juste l'année passée, on l'a vu à un moment donné avec Henderson, il était en même temps sur la glace avec Hudson et Henderson n'avait pas la vision de jeu pour comprendre le jeu que Hudson est en Mm. train d'essayer de préparer off-puck. Henderson n'a pas fait la passe à Hudson alors que Hudson s'était libéré complètement. Donc, c'est ça. Hudson a besoin d'être avec des gars comme le premier trio et peut-être le deuxième trio cette année aussi parce qu'il devrait être meilleur. Mais il a besoin d'être avec des joueurs offensifs qui comprennent la game. Un Hudson et Roy vont se comprendre sur la patinoire. Je suis pas en train de dire que les joueurs du Rocket, c'est tous sont tous niaiseux, là. Non. Mais C'est c'est pas pas même le même niveau. step. Puis, Parce- puis la AHL, c'est ça. Mais il y a plusieurs goalers qui ont dit que c'était plus difficile de jouer dans la AHL que dans la LNH parce que dans la AHL, c'est un peu imprévisible. Alors que dans la LNH, t'as plus Ouais. C'est plus cérébral. c'est ça. C'est plus cérébral, mais aussi, c'est ça. Les joueurs sont beaucoup plus matures, sont plus pro. Et le dernier, ben, c'est Adam Engstrom Mais c'est qui ça. vraiment est un inconnu pour la plupart des gens. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir un ou deux games de Mhm. lui avec Rogla l'année passée, mais bon, on s'entend qu'une ou deux games, c'est pas avec ça que tu fais une analyse complète. Mais moi, ce qui m'a épaté de voir en vrai, parce que je le savais, je l'avais vu, mais c'est sa mobilité et la confiance qu'il a Ouais. avec la rondelle. Euh, Comme Francis Bouillon, il disait, on va préférer un défenseur qui a la rondelle, qui la garde et qui essaie de faire un jeu qu'un défenseur qui, dès qu'il l'a, va juste la dumper pour pas faire le Ouais. mauvais jeu. Donc, c'est ça qu'Angstrom, il doit passer par la AHL. Je pense que c'est évident, mais Ouais. vraiment, là, 6 pieds 2, un coup de patin comme ça, et vraiment l'apport offensif qu'il peut amener va vraiment, vraiment être important. Mais on sait jamais parce qu'on a Ben, tellement de joueurs Enstrom, qu'on il sait pourrait pas. avoir une tu en plus, c'est drôle, là, parce que Mayu, finalement, on devrait en parler, mais on a tellement parlé de lui que c'est comme si on en avait parlé Ouais, sans en parler. sans Mais parler. Engstrom, ça va être un peu le même pattern que euh, la même étude qu'on a vue de Mayu l'année dernière. Donc, un joueur qui arrive, qui monte des super beaux flashs, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt pour la LNH. Puis lui, ce qu'il faudrait, c'est aller en AHL. Moi, à mon avis, Engstrom a tout ce qu'il lui faut pour faire une année quand même productive en AHL. Puis c'est pas quelqu'un qui va se faire intimider un peu en AHL. Tu sais, physiquement, il paraît grand, puis il a du muscle, il fait 6 pieds 2. Fait que c'est quelqu'un qui pourrait arriver, travailler un peu son aspect défensif en AHL, avoir une saison productive en AHL, puis l'année prochaine, ben, on en reparlera pour l'équipe du Canadien, parce que c'est vraiment quelqu'un que, justement, il pourrait avoir la même courbe de développement que Mayu. Une année en AHL pour perfectionner ton jeu. L'année prochaine, tu pourrais avoir une place. Puis c'est quelqu'un qui pourrait dépasser, je pense à peut-être Jaden Struble, tu sais, dans Ouais, l'alignement du aussi. Canadien, parce que euh, Adam Engstrom, si on travaille un peu son jeu défensif, si il frappe fort, tu sais, puis il ne frappera jamais autant fort que Jaden Struble, mais si on peut le rendre euh, quand même, comment on dit, safe défensivement, il y a l'apport offensif que Jaden Struble n'a pas, fait que ça sera un gros atout pour lui pour justement venir dépasser quelqu'un dans l'alignement l'année prochaine. Puis bon, finir, c'est sûr qu'on aurait aimé ça parler des gardiens, mais bon, malheureusement, quand Miller s'est blessé, et donc ça a fait un peu que, justement, il y avait aucun défenseur goaler de l'organisation. Puis bon, je veux pas m'éterniser, mais dans le sens que ça a paru. Ouais, Les deux matchs, justement, le premier tir, ça rentre. Ensuite, c'est sûr que ça donne pas confiance aux défenseurs. Donc, encore une fois, ouais, les matchs de recrue, faut pas penser qu'une recrue qui sort de nowhere ou qui épate tout d'un coup un défenseur ou un joueur qui déçoit va tout d'un coup être un boss. On s'entend là? Il y en a plein des joueurs qui passent puis qui jouent 2 matchs incroyables, mais qu'après les revoit plus jamais. Donc, nous, encore une fois, comme on dit, c'est une analyse très sommaire. ouais. C'est aussi basé sur nos attentes, pour ce qu'on Ben, en a parlé la semaine et les passée. analyses qui sont avant. Tu sais, tu te fais une image d'un Ouais, joueur, puis là, tu arrives. Méchant, on avait dit, ah, on veut qu'il attaque plus le centre. Tu arrives au match des recrues,
il attaque pas le centre. Bon, c'est sûr qu'on va en parler, mais est-ce que ça a changé la prédiction qu'on avait pour Mesher? Non, on savait qu'il y aurait des problèmes avant la saison, que ça serait difficile en AHL. Tu regardes le match des recrues. Bon, je Ça pense que confirme ça les va être choses. difficile en AHL, tu sais. C'est ça. Fait que bon, ça pour dire que là, on a la liste des joueurs invités. Comme on l'a dit, Tyler Thorpe et Owen Prutz n'ont pas été invités à continuer le camp. En fait, là, ils ont Mhm. été redirigés C'est vers drôle leur que équipe. on est là le roster complet est sorti puis Olivier Kapanen qui est dedans. C'est drôle qu'il l'ait pas invité au showcase des Il recrues. y avait une Ça. raison, mais je m'en rappelle plus c'est OK, pourquoi. fait qu'il était pas dispo. Mais bon, Olivier Kapanen, de toute façon, qui a été même s'il avait fait 2 matchs horribles au match des recrues, il aurait été dans l'alignement du Rocket ou bien dans le pire des cas Trois-Rivières, mais c'est un gars qui va aller au Rocket l'année prochaine. Ça va être excitant à voir. Sinon, c'est tous des joueurs qu'on connaît, quelques additions de plus pour le Rocket, des joueurs d'expérience, là, tu sais, 25, 26, 27, 28 ans. Dans les gardiens de but, on a Hunter Jones. Rien prouvé encore. Là. C'est un joueur qui a beaucoup joué en ECHL, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a juste 23 ans, puis c'est un choix de deuxième ronde en 2019. Le choix de ronde en 2019, ça veut comme plus rien dire maintenant. Mais bon, ça veut dire qu'à un certain point dans sa carrière, il avait quand même été considéré comme un prospect haut. Fait que j'ai hâte de voir qui va réussir à avoir. Ça, on le disait tantôt. Montembeau et Primo, c'est sûr que c'est à Montréal. Dobej va peut-être aller faire des petits tours à Montréal, mais ça va être le numéro 1 à Laval. À tous les autres noms, Cavalin, Jones, Hugh, il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes, mais qui va avoir le rôle de backup, deuxième gardien à Laval? C'est ça qui va être le fun à voir au camp avec tous les gardiens qui sont là. Ouais, je pense que les gardiens que cette année, on voudra pas comment dire, C'est pas trop. de Ça, trépatroie, ça, ouais, c'est ça le terme, là, me semble, en tout cas, non, c'est pas ça le terme, non. clairement pas, là, mais c'est, en tout cas, comment on appelle ça, que j'ai oublié, le gardien national, je pense que ça, on va Non, le mais de toute laisser façon, faire ça Daubèche n'est pour pas ça. prêt. Il a Daubèche, c'est commencé pas à, prêt, à se chauffer à la fin de la saison dernière. Il y avait l'air plus en confiance. Ça a été un tout petit peu plus dur au début, mais à la fin, on avait vraiment l'air d'avoir un gardien qui non, était prêt à prendre le rôle en AHL. Mais LNH, peut-être, comme j'ai dit, s'il y en a un des deux qui se blesse, ça va être lui qui va être appelé. Mais de là à être non, puis permanent, Connor Hughes est comme un peu à son âge, où est-ce qu'il est au pic, là, dans le sens que, ouais. à 28 ans, un gardien est dans ses meilleures années. Donc, il pourrait surprendre parce de ce que j'ai vu des commentaires de Lausanne en Suisse, Connor Hughes a permis à l'équipe de se rendre en finale ou même de gagner le championnat. Donc, vraiment, il pourrait Ben, c'est vraiment des save percentage de 9,40, je pense, l'année dernière en 9,40, NL. 9,33 en Puis finale, NL, c'est, en série, là. il y en a certains qui disent que c'est la La troisième meilleure troisième, ouais. ligue au monde Donc, après en la tout cas, tu sais, il peut LNH. nous surprendre. Ça pourrait sûrement être un très bon gardien dans la AHL avec Dobèche. Puis là, ça ferait que les autres gardiens se ramasseraient dans la On ECHL. verra. Mais bon, c'est vraiment, selon moi, la position qui est la moins, qui peut le moins causer de surprise. Mais tu as parlé de Oliver Kapanen, puis moi, je vais en parler vite, vite, là. Ouais. S'il ne fait pas l'équipe du Canadien, il retourne dans la SHL. Il retourne pas. Il va aller Ah dans ouais? la SHL. Lui, son contrat, c'est ça. S'il fait pas le Canadien, c'est la SHL. Où est-ce que c'est son père, le DG et le coach. L'année passée, Kapanen a joué dans la Liga, donc la Ligue de Finlande. Mais vraiment, Kapanen s'est développé énormément dans les dernières années. Il faut pas oublier que c'est un choix de deuxième tour en 2021. Donc, il y a quand même des espoirs sur lui depuis longtemps dans l'organisation. Et vraiment, il a augmenté en fait, il a forcé la main de son coach l'année passée pour jouer plus. Il a monté dans le line-up et est devenu vraiment ben, on l'a vu, là, il a été invité au championnat mondial pour l'équipe de Finlande. Et il a joué pour l'équipe de Finlande. Donc, vraiment, juste ça, c'est des exploits quand même très, très, très Important. importants. Et en série de la Ligue de Finlande, il a fait 14 points en 13 matchs et il avait fait 34 points en 51 matchs. Donc, vraiment, Kapanen, selon moi, c'est un joueur qu'on ne connaît pas. Et qui pourrait surprendre énormément et venir peut-être forcer la main à Kent Hughes de faire un Ouais. échange de Vorak ou peut-être un Jake Evans, même si Jake Evans a l'air plus euh, important aux yeux de Ouais, l'organisation du ouais. Canadien qu'un Vorak. Mais c'est ça, moi je pense que si on devait vraiment avoir une surprise cette année, ce serait Oliver Kapanen. Je pense que Owen Beck, il a besoin de la AHL, mais Kapanen, je pense qu'il peut venir prendre À un. voir. Ouais. Owen Beck, ça serait vraiment juste que s'ils le font jouer en AHL, je trouve que ça serait une erreur, admettons, de le faire jouer sur un troisième trio avec deux grinders, comme on a vu au camp des recrues, parce que ça va donner une saison peu productive, Mm. avec des flashs difficiles à trouver. On va avoir l'impression qu'il crée des turnovers en zone offensive, alors que c'est juste les autres joueurs qui ont pas la. Mais tu sais, avec un Guignac, par exemple,
Mais Char, si ça marche bien, ça pourrait être des choses intéressantes. Mais bref, ça reste à voir. Puis Beck et Kapanen, on va les voir dans les camps, dans les matchs, dans les 6 matchs de pré-saison. Et on fait confiance à Martin Saint-Louis pour s'il trouve que Beck est le plus proche pour la NH, qu'il échange Dvorak puis qu'il prenne Beck. S'il trouve que Dvorak est le meilleur, qu'il garde Dvorak. Puis s'il trouve que Kapanen, c'est ça qu'il veut faire, ben qu'il fasse, mais je dis Martin Saint-Louis, mais Martin Saint-Louis et Kent Hughes aussi, Hughes, là. là, ouais. Ils vont s'en parler entre eux, là. Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine. Euh, la saison pré-saison aura commencé, donc on aura encore plus de Mhm. détails et il y aura d'autres sujets La qui vont GMQ s'ensuivre. recommence vendredi, donc on va La pouvoir parler GMQ. de LCH, de quoi s'attendre, peut-être parler un peu des prospects à regarder pour le repêchage bien en avance, à voir. Puis on a aussi des invités qui s'enlignent. On Ouais. commence tout le temps la saison, juste les deux, en parlant un peu. Peut-être qu'il va y avoir deux autres semaines comme ça, mais on essaie d'enligner des invités pour dans le mois d'octobre, ça devrait. On croise les doigts. Donc, sur ce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook et Instagram. Vous pouvez voir les liens en bas ici de l'écran en bas à gauche. Sinon, justement, continuez à liker, commenter. Ça fait toujours plaisir de voir de l'activité dans le chat. Merci à tous Donc, ceux qui ont merci à tous ceux commenté. qui étaient là. Donc, Peach Rap, Jean-Sébastien Millette, Philippe, Philippe. Donc, merci. Éric Fleury aussi, ici qu'on n'a pas dit un beau tantôt, mais commentaire. Eric, merci Merci, beaucoup. Eric. Donc, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.